Imaginez, au soir de sa vie, alors que l'Europe est au bord du gouffre, Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, se lance dans un dernier combat. Une exploration tellement audacieuse qu'elle va secouer les fondations même de la religion et de l'histoire. Et tout ça, ça se trouve dans ce livre. On va plonger ensemble au cœur de sa théorie la plus provocatrice. C'est là qu'il a osé faire quelque chose d'incroyable, appliquer ses outils non pas à un patient, mais à l'histoire et à l'âme de tout un peuple. Le contexte est absolument dingue quand on y pense. Freud vient de fuir Vienne, envahi par les nazis. Il est réfugié à Londres, mais il n'abandonne pas son projet. Un projet qu'il sait explosif. Il disait lui-même que ça risquait de lui attirer le plus vif mécontentement des puissances, mais il sentait qu'il devait le dire. Alors voilà, on va se lancer dans une véritable enquête. Freud nous propose de devenir des détectives de l'histoire. L'idée, c'est de démonter un mythe fondateur pour y trouver les traces d'un crime. Un peu comme un expert qui analyse un faux document pour retrouver la vérité qui a été effacée. Et la première bombe que Freud lâche, elle est énorme. Elle remet en question l'identité même de Moïse. Et si, depuis le début, on s'était trompé sur qui il était vraiment? D'un côté, on a l'histoire que tout le monde connaît. L'enfant hébreu sauvé des eaux qui va libérer son peuple. Et de l'autre, l'hypothèse complètement folle de Freud, un prince égyptien qui impose sa propre religion à une tribu d'esclaves. Rien à voir. Alors comment il en arrive là? Eh bien, il accumule les indices, comme un vrai détective. D'abord, le nom. Mose, dit-il, c'est un nom égyptien. Ensuite, l'histoire de sa naissance. Pour Freud, ce n'est pas un fait historique, c'est un mythe qu'on retrouve partout. Chaque détail, même son problème d'élocution ou sa religion, devient une pièce à conviction qui pointe vers l'Égypte. Pour expliquer ce qui semble être un paradoxe, Freud va utiliser un de ses propres concepts, le roman familial. Normalement, c'est l'histoire d'un enfant qui s'imagine descendre de parents riches et puissants. Eh bien là, Freud renverse complètement l'idée. Il suggère que c'est le peuple qui, pour s'approprier ce chef noble et étranger, lui a inventé des origines modestes, les siennes. Une sorte de roman familial à l'envers, juste pour faire de Moïse l'un des leurs. Bon, maintenant, accrochez-vous. On entre dans la partie la plus sombre, la plus choquante de la théorie. Là, Freud ne se contente plus de réécrire une biographie, il met à jour ce qu'il pense être un crime fondateur. Et voilà, l'information la plus dingue de tout le livre. Freud avance que le peuple, à bout, n'en pouvant plus de la discipline de fer de ce chef et de l'abstraction de son dieu, s'est révolté et l'a tout simplement tué. Un acte tellement horrible qu'il aurait été complètement effacé de la mémoire collective. Refou. Mais cette idée, elle ne sort pas de nulle part, en fait. C'est l'application d'une autre théorie que Freud avait développée bien avant, dans son livre Totem et Tabou. C'est un peu la clé qui, selon lui, permet de tout comprendre. Voilà le mythe de Freud sur l'origine de la civilisation, le meurtre du père primitif. Et pour lui, l'histoire de Moïse, c'est juste une répétition de ce drame originel. Moïse, le grand homme, joue le rôle du père tout-puissant. Son peuple, celui des fils rebelles. Et le meurtre, eh bien, il se produit à nouveau. Et évidemment, un crime d'une telle ampleur, même oublié, ça doit laisser des traces. Voyons un peu comment ce traumatisme aurait façonné l'inconscient de tout un peuple, d'après Freud. Et c'est là que réside toute la force de son analogie. L'histoire devient une gigantesque séance de psychanalyse. Le peuple juif est sur le divan, et ses textes sacrés, ce sont ses rêves. Des rêves pleins de symboles, de déformations et de souvenirs enfouis qui essayent de remonter à la surface. Ce schéma, en fait, il est copié-collé sur l'étude des névroses. D'abord, il y a le choc, le crime. Ensuite, une longue période de silence, la latence, où le trauma est enterré. Et puis, des siècles plus tard, les symptômes réapparaissent. Pour Freud, les prophètes, avec leurs exigences morales de plus en plus fortes, ne sont rien d'autre que le retour du refoulé. C'est la mémoire du père assassiné qui revient hanter ses enfants. Mais la grande question, c'est comment un souvenir traumatique peut-il traverser les siècles ? C'est là que Freud avance une de ses idées les plus controversées, disons-le, l'héritage archaïque. Il suppose que notre inconscient contiendrait des traces des traumatismes de l'enfance de l'humanité, une sorte de mémoire psychique collective. C'est une idée très spéculative, mais elle est essentielle à sa démonstration. Et avec cette grille de lecture, Freud va proposer une relecture radicale de l'histoire des religions, en les voyant comme des réponses, presque des symptômes, à ce trauma originel. Ce tableau résume parfaitement sa pensée. D'un côté, le judaïsme, qui serait construit sur le déni du meurtre, créant une tension et une culpabilité infinie. De l'autre, le christianisme, qui met en scène le pardon,
Un fils innocent se sacrifie pour racheter la faute. C'est une sorte de guérison, parce qu'on avoue enfin le crime, même si c'est de manière déguisée. Et là, c'est le coup de génie de sa théorie. Le fameux péché originel. Pour Freud, oubliez Adam et Ève. Le vrai péché, c'est le souvenir psychique de ce meurtre originel, celui du père. Selon lui, saint Paul, en créant cette doctrine, n'a fait que mettre des mots religieux sur cette culpabilité qui hantait l'inconscient de l'humanité. Au final, le livre de Freud nous laisse avec cette question absolument vertigineuse. Pour lui, ce qui nous façonne, ce ne sont pas tant les faits bruts, ce qui s'est vraiment passé, mais plutôt le récit déformé et obsédant d'un traumatisme qui continue de nous hanter, surtout et avant tout si on l'a oublié.